Hey, plus fort, là. Comment? Vous êtes toute une grosse gang. Bon. Bien, bienvenue à l'événement Bistro Brain Quantique en collaboration avec l'Institut Quantique de l'Université de Sherbrooke. Est-ce que vous êtes prêts à savoir ce que la quantique mange en hiver? OK, vous êtes vraiment pas prêts. Et donc, tout d'abord, avec une levée de main, pour qui c'est le premier événement Bistro Brain? Quand même beaucoup de monde. Mais pour ceux qui sont déjà venus, je vais vous faire le rappel, mais pour les nouveaux, je vais vous présenter Bistro Brain. En fait, le Bistro Brain, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2017. Puis si ça vous tente de faire un petit road trip au Québec, on fait des présentations à Sherbrooke, ici, à Trois-Rivières et à Montréal. Ensuite, Bistro Brain, notre devise, c'est diffuser la science par le plaisir. Sinon, on fait aussi des formations. Et puis, on a aussi un podcast qui sort une fois par mois qui s'appelle La tête à Papineau. C'est vraiment intéressant. Restez à l'affût pour le prochain podcast. Je suis un peu stressée, là, guys. OK. Donc, avant de se lancer, je vais remercier les présentateurs de ce soir. Sinon, je tiens aussi à remercier les commanditaires qui sont l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, le syndicat aux auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke, le regroupement des étudiants à la maîtrise et au doctorat de l'Université de Sherbrooke, la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke, le rectorat à la recherche aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke et le Fonds de recherche du Québec. Donc, merci. Et sinon, merci à notre collaboratrice Mélissa qui va venir dans pas très longtemps et à notre fier partenaire, le Boc et Bière, qui vous a offert ces bonnes bières ce soir. Sinon, là, je vois qu'il y a des gens debout. Là, il reste comme 2-3 chaises en avant, si jamais ça vous tente. Il y en a sur le côté aussi. Donc, je vais vous présenter Mélissa Green, qui est notre collaboratrice de l'Institut Quantique de l'Université de Sherbrooke. Bien, merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci à Bistro Brain de s'intéresser encore aux sciences quantiques pour, je pense, une deuxième soirée cette année. On peut les applaudir. Ils font un excellent travail. J'aimerais aussi remercier ma collègue Soaila qui a fait les contacts d'abord avec nos présentateurs de ce soir. Je ne sais pas si elle est ici ce soir. On la salue. Merci à tout le monde qui présente. Il y en a qui c'était un petit peu à la dernière minute, mais je pense que tout le monde est bien prêt. Je vous parle rapidement de l'Institut Quantique. C'est quoi? C'est un institut de recherche donc qui regroupe plusieurs, évidemment, chercheurs, étudiants-chercheurs, mais aussi des équipes de vulgarisation scientifique. Donc, on a une mission commune avec Bistro Brain qui est de faire parler de quantique à l'extérieur des murs de l'université. Quoi de mieux qu'un bar pour le faire? Yeah! Donc, à l'Institut Quantique, on parle de physique, c'est sûr, mais aussi de mathématiques, de chimie, de politique appliquée. On a un paquet de volets. Donc, si vous vous intéressez un petit peu à ce sujet-là, je vous invite à vous inscrire à notre infolettre de Curieux Quantique. Vous serez au courant de toutes les belles activités qu'on vous offre et du contenu aussi qu'on publie en ligne sur notre site web. Donc, c'est pas moi le spectacle ce soir, c'est nos présentateurs. Donc, je les laisse se présenter. Encore une fois, merci beaucoup. Merci. Donc, désolée. Donc, on va commencer avec Camille Lahaye, qui est étudiante à la maîtrise en physique avec sa présentation « Un algorithme qui n'a pas froid aux yeux ». Ça marche-tu si je me mets ici? Oui, OK, c'est bon. Donc, bonjour tout le monde. Je vais attendre que ça se rende à ma présentation. Ouais, ben dans le fond, moi, j'ai pratiqué toute la journée, hein, fait que... Sinon, j'ai... Ouais?
Non, malheureusement, j'ai pas pratiqué avec Mélissa. OK, là, ça devrait être bon, je pense. Non? Oui, oui, c'est ça. Il y a une superposition des états en ce moment. OK. Ça fonctionne-tu, là? Ça fonctionne, c'est bon? Est-ce que... Non, il est allumé. Le pointeur, il marche, mais le contrôle, il marche pas. Par là. Faut que tu pointes vers là pour le... Quoi? Faut que tu pointes vers nous pour la transition. Ah, faut que je pointe par là? Non, faut que tu pointes vers nous. Oui, il est ouvert sur le côté. Comme ça? Ah, vas-y. On fait la physique quantique, mais la technique de base. Ouais, non. Guys, cliquez sur le PowerPoint. Ah, ah ah. OK. OK, là, je suis désolée, vous allez un petit peu avoir des spoilers. OK, bon, je peux commencer, là. Donc, oui, moi, je travaille en théorie, en fait, à l'Université de Sherbrooke, et je suis vraiment contente d'être ici puis vous parler de ce que je fais. Merci, premièrement, aussi à Bistro Brain de m'avoir invitée. En fait, c'était Suela et Melissa. Donc, mon algorithme, parce que je travaille en physique théorique, mon algorithme, c'est un algorithme qui n'a pas froid aux yeux, et mon but aujourd'hui, ça va être de vous expliquer qu'est-ce que je veux dire par ça. OK, là, il faut que je pointe par là ou par là? OK. OK. Donc, dans le fond, pour comprendre un peu plus mon algorithme, il faut d'abord comprendre c'est quoi qu'on veut étudier avec mon algorithme. Et mon algorithme, il résout les équations pour modéliser un type de supraconducteur à haute température. Et là, c'est une grosse phrase, je suis désolée, mais on va la décortiquer. OK, c'est bon. Dans le fond, les supraconducteurs, ça peut être utile pour faire un petit train à lévitation ou pour faire des circuits quantiques ou des ordinateurs quantiques. En général, un supraconducteur, c'est ce qu'on appelle des matériaux quantiques. Ashvini, après moi, elle va vous parler un petit peu plus de c'est quoi des matériaux quantiques. Une première caractéristique des matériaux supraconducteurs, c'est que ça conduit parfaitement l'électricité. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, si vous avez un serpentin de four en conducteur normal, donc c'est par exemple du cuivre, et que vous allumez le rond, donc vous mettez de l'électricité dedans, ce qui va se passer, c'est que ça va faire de la chaleur. Ce phénomène-là, il y a de la chaleur qui émet, ça arrive dans toutes les composantes électriques qu'on a autour de nous. Quand on cuisine, c'est bon, mais quand on ne veut pas cuisiner, c'est ce qu'on appelle une perte d'énergie, en fait. Tandis que si on fait le même exercice, mais avec un supraconducteur et qu'on allume le rond, bien là, on n'aura pas cette perte d'énergie-là parce que le supraconducteur, il conduit l'électricité parfaitement. OK. Prochaine caractéristique des supraconducteurs, c'est que ça repousse parfaitement les champs magnétiques. Donc, ici, je vous montre des aimants, donc nord, sud, nord. On se souvient que des aimants, quand on fait nord-nord ensemble, ça se repousse, et nord-sud, ça s'attire. Puis ça, en fait, c'est le champ magnétique qui est émis par l'aimant. Et je le caractérise par la petite flèche qui est ici. Si on se rapproche vraiment en gros de la surface, ça pourrait ressembler à ça. Ensuite, si on a un supraconducteur et qu'on le met au-dessus du sud, ce qui se passe, c'est ça. En fait, les lignes de champ magnétique, le champ magnétique va être repoussé par le supraconducteur, ce qui fait en sorte qu'en fait, le supraconducteur, il est pris, il ne peut pas bouger de gauche à droite. Mais il peut rentrer et sortir de l'écran, par exemple. Et c'est comme ça qu'on fait un train à lévitation. Donc, j'espère que je vous ai convaincu un petit peu que des matériaux supraconducteurs, c'est vraiment cool. Par contre, c'est un petit peu un couteau à double tranchant. Ils sont un peu trop cool. Je vous explique. Ici, je vous montre un thermomètre où le maximum, c'est 0 degrés Celsius et le minimum, c'est moins 273 degrés Celsius. Et la température critique, qui est la température en dessous de laquelle les supraconducteurs deviennent supraconducteurs,
elle est très basse. Donc ça serait la température à laquelle il arrive. Heureusement, pour remédier à ça, il y a eu, il y a quelques années, la découverte des matériaux supraconducteurs à haute température. Malheureusement, quand on dit haute température, ça ne veut pas dire que c'est comme température ambiante. C'est quand même dans les négatifs et ça prend quand même des équipements de laboratoire, mais on peut voir quand même la différence entre les supraconducteurs à haute température et les supraconventionnels, qu'il y a vraiment une différence entre leur température critique. Et ça fait en sorte qu'ils sont vraiment intéressants à étudier. OK. Oui, c'est ça, sont vraiment intéressants à étudier parce que c'est pas mal plus applicable. OK. Il y a aussi un phénomène qui se passe dans les supraconducteurs à haute température, du moins dans un type de supraconducteur à haute température. Il est très étrange et je vous l'explique. Donc, non! OK. Donc, à gauche, je vous montre une situation où on a un supra et on est à température plus élevée que la température critique, puis à droite, on est en dessous de la température critique. Là, vous allez le deviner, quand on va allumer les ronds, comme je vous montrais tantôt, à gauche, on a de la perte d'énergie, et à droite, on est supra. Jusqu'à là, je pense que ça va bien. Et là, si je vous montre la situation au centre ici, où est-ce qu'on est entre les deux, donc on est au-dessus de la température critique, mais qu'on est en dessous de la température qu'on avait ici. Qu'est-ce qui se passe si j'allume le rond? Notre réflexe, ça serait de dire qu'il va y avoir de la perte d'énergie, comme ici, mais elle va être moindre que l'énergie qu'on perd ici. Et c'est le bon réflexe, en fait, c'est ça qui se passe dans les supraconventionnels, mais dans certains types de supraconducteurs à haute température, ce qui se passe, c'est le contraire. Il va y avoir une augmentation de la perte d'énergie avant d'arriver à la température critique. Et là, j'aimerais ça vous dire que pourquoi ça fait ça, mais en fait, c'est là-dessus que moi, je me pose la question. J'ai aucune idée pourquoi ça fait ça. Donc voilà, c'est là-dessus que je veux travailler. Puis, ouais, c'est ça. J'ai mis cette région-là que je vais étudier en jaune. Donc, c'est pas la phase supraconductrice, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe au-dessus. Donc, on revient à ma grosse phrase de tantôt qui faisait peur. Donc, on sait maintenant c'est quoi un supraconducteur à haute température. On sait ça sert à quoi, on sait un petit peu ça mange quoi en hiver, puis on sait qu'est-ce qu'on veut étudier des supraconducteurs à haute température. Donc maintenant, j'arrive à mon algorithme. Mon algorithme, il sert à modéliser ce matériau-là. Le problème, mais dans le fond, vous allez vous dire « Ouais, mais tu ne devrais pas être la première qui essaie de faire ça. » Non, en effet, je ne suis pas la première qui essaie de modéliser des matériaux en général. Et donc, il existe déjà beaucoup de méthodes pour modéliser des matériaux. Le problème, c'est que dans le système que je veux étudier, ces méthodes-là, ils atteignent leurs limites juste avant d'arriver à cette température-là que moi, je veux étudier. C'est un petit peu c'est poche, en fait. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas l'étudier. Mais je vous rassure parce que moi, mon algorithme, comme je disais au début, il n'a pas froid aux yeux parce qu'il est capable de se rendre à très, très basse température. OK. Ouais, OK. Donc, comment j'ai fait? Là, je vais vous demander de, peut-être pour 2 minutes, d'oublier qu'on parle d'algorithme ou de mathématiques. On va se mettre dans une situation où on est à un match de flag football. On a l'entraîneur Clément, l'entraîneur Amand. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe des matchs de flag football, mais d'habitude, l'entraîneur il va donner un jeu qu'il donne à son corps arrière, et donc un jeu puis à qui il fait la passe. Donc, leur objectif, c'est de bien communiquer avec le corps arrière. Et nous, on va regarder dans quelle mesure ils sont capables de faire ça. Le médium pour la communication, c'est la voix. La voix, c'est une onde mécanique. Une onde mécanique, ça a une longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance entre 2 maximums consécutifs de l'onde. Une voix aiguë, ça a une longueur d'onde petite, et une voix grave, ça a une longueur d'onde grave. Donc, Clément a une voix plus grave qu'Anna. Et en général, on sait que les sons graves, ils voyagent plus loin, plus facilement que les sons aigus. Par exemple, durant la fête du Lac des Nations, l'été, si vous marchez dehors et vous n'êtes pas trop loin d'un show, ce que vous entendez, ça va être les gros sons, les boom-boom ou les basses. Donc, on sait ça déjà en général. Donc, s'il fait beau, on s'attend à ce que tout le monde soit capable de bien communiquer, ça va bien. Ensuite, si on ajoute du vent, ce qui se passe, on s'attend à ce qu'il y ait un petit peu plus de difficultés à se communiquer ensemble.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est en science, on aime ça avoir des trucs un petit peu plus définitifs. Donc, on va introduire un concept qui est une longueur d'onde minimale. La longueur d'onde minimale, c'est la longueur d'onde, donc cette distance-là, qui est minimale pour se faire entendre. Donc, plus il y aurait de vent, plus ça prend une voix grave pour se faire entendre. Et ça va dépendre du vent. Là, ça va un peu trop vite, on dirait. Et dans ce cas-ci, Anna, elle ne peut pas se faire entendre parce que sa longueur d'onde est plus petite que la longueur d'onde minimale que je viens de dire. Ensuite, si on met beaucoup plus de vent, si on met beaucoup plus de vent, mais la longueur d'onde minimale pour se faire entendre, elle va être beaucoup plus grande parce que ça prendrait une voix vraiment plus grave, une voix vraiment plus portante pour se faire entendre. Donc là, plus personne n'est capable de communiquer avec leur corps arrière. OK. Et là, tantôt, je vous parlais, on va retourner un petit peu plus à mon algorithme. Tantôt, je vous parlais qu'on abaissait en température. Le vent, quand il vente beaucoup, il fait froid. Donc, on peut relier ça au vent, à la température qui baisse. Et de la même manière que le vent ici fait augmenter la longueur d'onde minimale, dans mon système, il y a ce qu'on appelle une longueur de corrélation magnétique. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi, vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi, mais il faut juste comprendre que quand on abaisse la température dans mon système, cette longueur de corrélation magnétique, elle augmente elle aussi de la même manière que la longueur d'onde minimale. Ce qui fait aussi en sorte que mes méthodes numériques, dans la même manière, ils ne fonctionnent plus. Ils ne sont plus capables d'atteindre leur objectif, qui est en fait de donner des résultats fiables ou de fonctionner. Donc ça explique pourquoi est-ce que les méthodes ne fonctionnent plus. Ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour pallier à ça? On va retourner à notre match, où est-ce que Anna, ça aurait pu être Clément, mais on choisit Anna. Anna, elle a décidé de s'acheter un micro et un écouteur pour elle et son corps arrière. Ce qui fait en sorte que le vent, il n'y a plus d'importance. Il n'y a plus d'importance sur leur communication, ils atteignent quand même leur objectif. Super. Et en plus, ils peuvent maintenant s'échanger. Donc, ils peuvent s'obstiner sur le jeu, le petit mal qui est à faire, et aussi, ils vont se mettre en accord sur un jeu à faire. Ça, c'est très important parce que c'est très similaire à ce que j'ai fait dans mon algorithme. Donc, j'ai donné une manière à mon algorithme de faire des calculs et de réutiliser le calcul précédent pour faire le nouveau. Et ensuite, ils vont s'assurer qu'ils sont en accord. Donc, ça, c'est comme une conversation où on attend la réponse de l'autre pour continuer la conversation, puis ensuite, on arrive à un accord final. Donc, ça s'appelle numériquement de l'autocohérence. Et c'est comme ça que j'ai réussi à contrer ça et à faire un algorithme qui n'a pas froid aux yeux. Et voilà. Donc, on va maintenant passer à la période de questions de 2 minutes. Fait que si jamais vous avez des questions, là, il y a un micro à l'arrière. N'hésitez pas à l'utiliser parce que c'est comme ça qu'on entend vos questions sur nos enregistrements YouTube. Puis vous avez tout le temps des bonnes questions. Fait qu'on veut pouvoir les entendre sur l'enregistrement YouTube. Tandis qu'il n'y a pas de questions, j'aimerais ça remercier tout le monde. Ah, il y en a une question, là. Oui. Il y a une explication très compliquée qui est en lien avec ce qu'on appelle le pseudo-gap. Mais même, en tout cas, c'est pas établi encore, mais oui, on a des pistes, oui. C'est ça la question. Une autre question? Je peux-tu remercier? Okay. J'aimerais ça, oui, remercier tout le monde qui m'a aidé avec ma présentation, surtout Ashvini, avec qui j'ai beaucoup pratiqué, puis toutes mes amies, en fait, à qui j'ai fait ma présentation, puis qui m'ont aidé à, genre, toute la changer, puis, ouais, elle était pas bonne au début. On te remercie, Camille, pour cette cool présentation.
Donc, on poursuit avec Ashvini Valipuram, qui est étudiante à la maîtrise en physique avec sa présentation « Mesures de transport thermique dans les matériaux quantiques ». Merci. Est-ce que ma présentation va apparaître? Oui. OK. Ben, juste en attendant, là. Fait que dans le fond, oui, je suis à Ashvini. Et je fais de la recherche à la maîtrise. Puis dans le fond, je suis avec professeur Taillefer à l'Université de Sherbrooke. Puis ben, c'est ça. Moi, je fais pas de la physique théorique, mais je fais de la physique expérimentale. Puis ben, c'est ça. Fait que je vais vous parler un petit peu de ce que je fais. Puis j'espère que vous allez avoir une idée un petit peu de c'est quoi, des matériaux quantiques, puis un petit peu ce que je fais aussi, là, comme recherche. OK, désolée. Je peux pas changer ma slide. Tu le changes sur l'ordi, mais pas à l'écran. Ah, OK. On vous jure qu'on a fait les tests au début. Fais-nous un signe, puis on va le changer pour toi. OK. Ça va être un petit peu compliqué. Ça a pas l'air de ça, là, mais c'est ça que c'est passé à la dernière. Fait que. Ouais, OK, c'est bon. Désolé. Oui, non, ben merci. Fait que tu peux changer les slides. En fait, je vais faire un thumbs up pour changer. Comme ça, je suis pas obligée de dire de quoi, genre. OK, ben c'est ça. Cool. Fait qu'on peut plus... Ouais. Je suis désolée, là. Ouais. Oui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vais parler des matériaux quantiques. Puis, pour faire ça, on va... on va se mettre dans un scénario un petit peu hypothétique, OK? Fait qu'on va faire semblant que, avec mon salaire, OK, d'étudiante à la maîtrise, j'ai été capable de m'acheter la maison de mes rêves. Fait que c'est une super belle maison. Elle est vraiment cool, elle est vraiment belle, elle a un style victorien. Puis par contre, tu sais, elle a été bâtie il y a quand même assez longtemps, OK? Fait que ça fait en sorte qu'en hiver, ben, il fait froid. Fait qu'elle ne retient pas vraiment bien la chaleur. Puis moi, j'ai décidé que j'allais faire des rénovations, OK, dans cette maison-là. Puis pour faire ces rénovations-là, on va penser à quel type de matériaux je pourrais utiliser pour faire ces rénovations-là. Fait que, admettons, on pourrait penser qu'est-ce que je pourrais mettre comme type de matériaux dans mes murs, ou pour faire mes fenêtres, ou pour faire mes planchers. Puis la majorité des matériaux que je pourrais utiliser, OK, qui nous entourent pour faire ces constructions, ben, ces rénovations-là, peuvent être séparés en deux catégories. Fait que la première catégorie, c'est les conducteurs. Fait que ça, c'est des matériaux comme les métaux. Puis c'est des matériaux qui ont une propriété, premièrement, de bien conduire l'électricité. Okay? Fait qu'on peut les utiliser pour faire, par exemple, des fils électriques. Fait qu'ici, on utilise du cuivre. Là. Puis en plus de ça, c'est des matériaux qui ont une capacité à bien conduire la chaleur. Fait qu'on peut aussi les utiliser pour des articles de cuisine. Fait que, par exemple, pour faire des casseroles, des chaudrons, etc. Sinon, il y a une autre catégorie maintenant. Puis ça, c'est des matériaux qui, eux, conduisent pas bien. Okay? L'électricité, la chaleur. Puis dans cette catégorie-là, on a des matériaux comme le verre, le bois, le plastique, etc. Fait que maintenant, si on vient à ma maison, okay, puis je veux essayer de mieux retenir la chaleur, ben qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux utiliser des matériaux, comme par exemple des bons isolants pour faire ça. Par exemple, si on vient à mes murs, ben, je pourrais utiliser des dérivés de verre ou des dérivés de plastique pour faire ça. Puis en plus de ça, si on continue, puis on veut, par exemple, on passe aux fenêtres, OK, dans ma maison, bien là, je pourrais utiliser encore une fois du PVC. Du PVC, c'est un type de plastique que je peux utiliser pour faire le contour de mes fenêtres.
je peux utiliser plusieurs couches de verre pour faire les vitres. C'est ça. Mais il n'y a pas juste ces types de matériaux-là qui existent, fait que c'est 2 familles de matériaux-là qui existent. Mais dans le fond, il y a des matériaux avec des propriétés un petit peu plus spéciales qui existent aussi. Fait que c'est des matériaux quantiques. Puis dans le fond, les matériaux quantiques, c'est vraiment des matériaux qui ont comme cette propriété-là, si on veut, ben c'est pas une propriété, là, c'est juste on peut pas les comprendre avec la physique classique. Fait que la physique classique, c'est ce qu'on utilise pour essayer de comprendre vraiment le monde de tous les jours, OK? Fait que ce qui nous entoure. Mais les matériaux quantiques ont cette propriété. C'est pas vraiment une propriété, mais c'est juste, il faut une physique quantique pour essayer de les étudier. Donc, c'est ça. Donc, dans la physique classique, il y a une distinction qui existe entre les particules et les ondes. Dans les particules, on a des objets comme, par exemple, les électrons, les protons. Ça, c'est ce qui constitue les atomes. Puis les atomes, c'est comme des blocs de construction pour faire la matière qui nous entoure. Puis ça, les particules, on voit ça vraiment comme quelque chose qui est localisé. OK? Fait qu'admettons, à un certain moment, à un certain endroit, je peux retrouver ma particule. Mais là, c'est un peu en contraste, si on veut, avec les ondes. Puis les ondes, c'est comme la lumière. Puis la lumière, on ne s'imagine pas comme... Elle n'est pas juste à un endroit, elle est un petit peu partout à la fois. Fait qu'il y a cette distinction-là qui existe entre les particules et les ondes. Mais il y a eu à un moment donné une expérience. Fait que ça s'appelle l'expérience à double fente de Young. Puis ça a vraiment introduit une nouvelle façon de penser à la vie. Puis admettons, là, c'est par exemple, si on fait une expérience qu'on fait passer soit un faisceau d'électrons, fait qu'on considère comme étant des particules, ou d'ondes à travers 2 fentes, puis qu'on regarde ce qui se passe sur un écran, bien, on a vraiment des résultats assez inattendus. Puis ce que je veux dire par là, c'est si on commence avec la première expérience, OK? Fait qu'on fait passer des électrons, nos particules, à travers des, c'est ça, les 2 fentes. Puis si on regarde sur l'écran, on s'attendrait plutôt à voir quelque chose comme ça. Pourquoi? Ben, tu sais, on a des particules. Les particules passent à travers les 2 fentes. Fait qu'on s'attend que juste derrière les particules, il y a peut-être une plus grande probabilité de particules qui vont atterrir sur l'écran, right? Mais là, plus on s'éloigne, plus on s'attend à ce qu'il y ait une probabilité plus faible. Mais c'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit plutôt, c'est ça ici, puis ça, c'est un motif d'interférence. Puis en gros, un motif d'interférence, c'est quelque chose qui est vraiment comme propre aux ondes. Fait que les ondes, en tant que telles, peuvent soit s'additionner. Fait que si ça s'additionne, on a de l'interférence constructive, puis admettons, au centre, on peut voir qu'on a plus d'intensité. Puis plus on va aux extrémités, on a moins d'intensité. Puis ça, c'est une autre propriété. Ben, pas une propriété, là, mais les ondes peuvent aussi se soustraire. Fait que c'est de l'interférence destructive. Fait que là, c'est bizarre. On a des électrons, on fait passer ça à travers 2 fentes, puis on obtient des propriétés d'ondes. Maintenant, si on fait la même expérience avec des ondes, fait que de la lumière, on fait passer ça à travers les 2 fentes. Bien là, ici, ce qu'on voit, c'est ce à quoi on s'attendrait si on avait des particules. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les particules ont des propriétés d'ondes, puis les ondes ont des propriétés de particules. Fait que ça, c'est comme un élément clé dans la physique quantique, puis en gros, n'importe quel petit objet peut, en fait, est vu comme étant autant une particule qu'une onde. Fait que c'est fun fact. Fait que... c'est ça. Fait que maintenant, si on revient aux matériaux quantiques, ben ça, c'est des matériaux qui ont vraiment, genre, des propriétés assez spéciales. Fait que dans ces matériaux-là, les électrons vont agir en groupe. Puis en plus de ça, les propriétés de ces matériaux-là vont être influencées par les interactions entre les électrons. Maintenant, un exemple de ça, c'est les supraconducteurs, comme Camille a mentionné plus tôt. Puis dans le fond, les supraconducteurs, c'est des matériaux qui ont une phase de matière spéciale. Ça s'appelle la supraconductivité. Puis encore une fois, c'est une phase dans laquelle, dans le fond, le matériau est capable de conduire parfaitement l'électricité sans qu'il y ait de perte de chaleur, de perte d'énergie. Puis ça, c'est une phase de la matière comme n'importe quelle phase. Fait, comme la phase solide, comme la phase liquide, qu'on connaît bien pour l'eau. Par contre, cette phase-là existe à vraiment de basses températures. Fait que la plus haute température à laquelle elle a été observée est d'environ moins 150 degrés. Fait que c'est quand même assez bas. En plus de ça, il y a une autre propriété qui existe dans le supraconducteur. Puis en gros, cette propriété-là fait en sorte qu'on peut observer un phénomène quand même assez cool qui s'appelle la lévitation quantique. Fait que si j'ai un supraconducteur puis que je rapproche un aimant qui a un champ magnétique, ben le supraconducteur va pas vouloir qu'il y ait de champ magnétique, fait qu'il va expulser le champ.
ça fait en sorte que l'aimant va finir par plotter. Fait que c'est quand même assez cool à voir. Sinon, un autre exemple, assez rapidement, c'est le liquide de spin quantique. Puis ça, c'est un type de matériau assez spécial. Fait que dans le fond, les matériaux ordinaires, eux, veulent, à basse température, ils veulent minimiser leur énergie. Okay? Mais les liquides de spin quantique, eux, ben, OK, c'est des matériaux qu'on va dire comme étant frustrés parce qu'ils sont pas capables de faire ça. Puis dans le fond, ils ont soit genre une structure ou des interactions qui font en sorte qu'ils peuvent pas faire ça. Donc, OK, si on revient plus tôt, j'ai été capable de parler des conducteurs, des isolants, parce qu'il y a des personnes qui ont été capables de mesurer ces propriétés thermiques-là. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un petit peu la même chose. C'est juste, moi, ce qui m'intéresse, c'est la conductivité thermique. Puis, je veux faire ça parce que je veux essayer de comprendre les matériaux quantiques qui m'intéressent. Fait que maintenant, si je reviens à ma maison, OK, si j'ai le choix entre un plancher de bois ou un plancher de céramique en hiver, je vais peut-être prendre un plancher de bois. Pourquoi? Ben, je pense qu'on a toute cette expérience-là que marcher sur un plancher de céramique en hiver, ben, ça a l'air d'être plus froid que marcher sur un plancher de bois. Puis pourquoi? Parce que, dans le fond, la céramique a une conductivité thermique plus grande que le bois. Ça fait en sorte que même si les deux planchers sont à la même température, la chaleur de nos pieds la chaleur va être dissipée plus facilement sur le plancher de céramique que sur le plancher de bois. Fait qu'on a vraiment l'impression que c'est plus froid. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, je veux mesurer cette propriété-là. Puis je peux faire ça à vraiment de basses températures, fait qu'aussi bas que moins 270 degrés Celsius. Puis je peux aller à des eaux champs parce que j'ai un setup qui me permet de faire ça. Puis vous pouvez me poser des questions après. Puis c'est ça. Puis en plus de ça, je parle de champ magnétique parce que moi, c'est pas juste la conductivité thermique que je mesure, mais je mesure un type de conductivité qui est la conductivité thermique de Hall. Puis en gros, c'est basé sur un phénomène qui existe en physique qui s'appelle l'effet Hall classique, genre électrique. Puis en gros, si j'ai un courant électrique, puis par exemple ici dans une direction, là, on va dire X, puis j'applique un champ magnétique, les électrons ont une charge, OK? Puis ces électrons-là qui ont une charge voient le champ magnétique, puis sont affectés par le champ magnétique. Puis plus précisément, leur trajectoire est déviée. Puis ça va créer un débalancement de charge qui correspond à une différence d'énergie qui est mesurable. Fait qu'on appelle ça une différence de potentiel. Mais moi, ce que je fais, c'est pas mal la même chose. C'est juste, au lieu d'envoyer un courant électrique à travers mon matériau, j'envoie un courant de chaleur. Puis j'applique un champ magnétique parce que ça me permet de mesurer des différences de température qui sont transverses. Fait que si on récapitule, je peux mesurer, la conductivité thermique. Puis en gros, la conductivité thermique, c'est vraiment comment est-ce que le matériau conduit la chaleur le long du courant de chaleur, fait que dans cette direction-là. Puis la conductivité thermique de Hall, qui est l'autre type de conductivité qui m'intéresse, ben, c'est comment le matériau conduit la chaleur, perpendiculaire à ce courant de chaleur-là. Fait que je suis capable de faire des expériences. Puis j'ai fait ça sur 2 types de matériaux quantiques. C'est ça. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris une chose ou deux. Puis ça, c'est mon groupe de recherche. Fait que, c'est ça. Merci. Donc, merci pour la présentation. On va passer à la période de questions. Je vous rappelle encore une fois, là, il y a un micro. Laissez-nous entendre votre belle voix dans le micro. Gênez-vous pas, là. Pardon. Merci. Ouais, si vous voulez poser des questions, je vais essayer de m'étendre le long bras pour les gens proches. T'as-tu une question? J'ai une question. Ah! J'ai 2 questions. Une rapide. Est-ce que tes matériaux sont anisotropes ou isotropes? Anisotrope ou isotrope? Ouais, Qu'est-ce que tu veux dire par est-ce que c'est conduction anisotrope ou isotrope? Oui. OK. Fait que ça dépend de la structure. Puis là, par exemple, pour les liquides de spin quantique, ben il y a une structure comme hexagonale, si on veut. Là. Fait que moi, quand je mesure, c'est anisotrope. Là. Les 2 directions ne sont pas équivalentes. Puis, dans le fond, mes autres types d'isolants que je travaille avec, si on veut, là, ils ont une structure comme tétragonale. Fait que dans le fond, je sais pas à quel point tu veux que j'aille en détail, mais dans le plan, c'est la même direction. Fait que c'est isotrope dans le plan, puis anisotrope, genre hors du plan. Là. Mais ça dépend de la structure. Fait que c'est ça. Et l'autre qui va être très rapide, c'est est-ce que tu penses considérer des isolants topologiques plutôt que des isolants quantiques?
est-ce que moi, je veux considérer ça comme des isolants? Quoi? Éventuellement, oui. Ah, OK. Est-ce que je veux mesurer ça? Ben, OK. J'ai pas vraiment mentionné ce que je faisais, mais il y a une raison pourquoi je mesure des isolants électriques. Puis dans le fond, c'est parce qu'il y a une physique un peu bizarre qu'on observe dans ces types de matériaux-là avec la technique que j'utilise qu'on comprend pas. Fait que c'est la raison pourquoi j'ai fait ça. Mais là, peut-être je peux mesurer autre chose, mais c'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Sois pas gêné. Pas besoin de parler des autres. Mais merci pour la question. Belle question. Merci quand même, Ali, pour la question. Oui? Ma question, c'était juste, quand vous parlez de matériaux quantiques, est-ce que c'est des matériaux que vous trouvez à l'état naturel ou est-ce que c'est forcément fabriqué ou, parce que moi, j'ai pas tout suivi exactement, mais j'essaie de voir si effectivement c'est des trucs qu'on peut trouver dans la nature même ou si c'est juste des trucs qui ont été fabriqués en général ou. Oui, ben dans le fond, ça dépend. Fait que, par exemple, pour les supraconducteurs, il y a beaucoup de métaux qu'on connaît que si on abaisse la température, ben, ils peuvent être dans un état supraconducteur. Fait qu'ils peuvent avoir cette propriété-là de bien conduire l'électricité parfaitement. Fait qu'un exemple, c'est de l'aluminium ou en tout cas, des métaux qu'on connaît. Puis sinon, ben, ça dépend aussi parce que en gros, les échantillons qu'on étudie, ça peut généralement, c'est fait aussi dans les laboratoires. Fait que c'est plusieurs éléments qu'on met ensemble parce qu'on sait qu'on va avoir peut-être un certain type de physique qui pourrait exister dans ces matériaux-là. Fait qu'on les exporte. Fait qu'il y a un peu des deux, là, mais ça dépend de ce qu'on veut mesurer. Dernière question, peut-être? Les rangées de chaises, là, devant moi. Tu ne vas pas intimider par ma grosse voix? Marie-Lou s'en vient. Vous m'avez intriguée avec... Il y a une raison pourquoi j'étudie ça. Je veux savoir, c'est quoi la raison? OK. Fait que dans le fond, si tu as compris mon explication de l'effet Hall classique, OK? Tu as des électrons qui sont affectés par le champ magnétique. OK? Ça a du sens. Ils sont chargés, sure. Mais là, ce qui est bizarre, c'est comme dans mes isolants électriques, c'est pas les électrons qui transportent la chaleur, c'est autre chose. Puis ce autre chose-là n'a pas nécessairement de charge, puis surtout dans les matériaux que j'étudie, fait qu'on comprend pas pourquoi on est capable de mesurer un signal quand même, puis c'est dans beaucoup d'isolants électriques que ça existe. Fait que c'est ça, on exporte. Ouais. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Merci pour la belle présentation. On lui donne un gros thumbs up. Donc, on passe maintenant au moment de la pause. Vous avez 10 minutes. Faites vite, là. Allez chercher votre bière, là. Utilisez vos consommations gratuites. On vous revient dans 10 minutes. Donc, est-ce que vous aimez la soirée jusqu'à présent? Hey, un peu plus d'entrain, là. Voyons donc, il y a de la bière ici, là. OK, parfait. Hey, en passant, j'ai pas encore les chiffres exacts, mais on me dit à l'oreille qu'on a battu un record de présentation Bistro Brain. C'est génial! Ben oui, une bonne main d'applaudissements. Je peux même amener les chiffres, les statistiques avec nos merveilleuses bénévoles à l'accueil. On a battu notre record historique de 137 personnes. On est maintenant 160 personnes ici présentes ce soir. Wow, c'est pour ça qu'il fait autant chaud. C'est pas parce qu'on parle d'éléments thermiques, là. Bon, fait qu'on va continuer avec la troisième présentation donnée par le professeur de physique à l'Université de Sherbrooke, Stefano Courtis, qui va nous parler... pas qui va nous parler, là, je voulais dire le titre de la présentation, excusez-moi. Ça ressemble à quoi une balançoire quantique? OK, non, c'est pas ça qu'on me dit à l'oreille. Donc, c'était pas la bonne personne que j'ai présentée. Je suis vraiment désolée. Donc, on va présenter avec Monsieur Mathieu Chouane, professeur... Ah, Colin! J'ai mélangé mes stats. Je suis vraiment désolée. C'était la bonne personne, pas le bon nom. Fait que le mystère de la mesure quantique, on va finir par l'avoir.
Bonsoir. Mon objectif ce soir, c'est de vous rendre mal à l'aise par rapport à un principe de base qui est à la base de tout ce qu'on observe autour de nous. OK? C'est un principe de la mécanique quantique. Il s'appelle normalement le problème de la mesure quantique, mais vu qu'on est dans une buvette, je l'ai appelé le mystère de la mesure quantique. Donc, en tant que prof de physique théorique, je peux assez facilement rendre les gens mal à l'aise. Et la façon de le faire la plus facile, c'est de montrer les équations aux gens. Ça réussit toujours. Et ici, je vous montre... Oh mon Dieu, OK. Maintenant, j'ai rendu moi-même mal à l'aise parce qu'il y a une erreur. OK, je peux... mes étudiants sont là, donc je peux rendre ça un examen. OK, donc je parsemé des erreurs intentionnellement dans ma présentation. Il va avoir un examen. OK, donc ici, je vous montre les 3 équations les plus importantes. Il manque quelque chose là, OK, mais en principe, ils sont presque les bonnes équations. En maîtrisant ces 3 équations, sans trop exagérer, on obtient une maîtrise en physique, un bac en physique. OK, donc vous allez obtenir un bac en physique en 30 secondes. Bienvenue. Donc, la première équation, c'est pas nécessaire de comprendre ces équations, OK? Mais la seule chose que je veux vous montrer, c'est ils sont très similaires, mais en effet, ils décrivent des choses très, très différentes, OK? La première équation, c'est l'équation de diffusion qui décrit le comportement d'une densité de particules classique. OK? Donc ici, ce psi-là, dans l'équation, c'est une densité de particules. La troisième équation, c'est l'équation d'onde qui décrit en fait les ondes habituelles. Okay? Par exemple, le déplacement de la surface d'un lac quand on jette une pierre dans le lac. Donc, ce psi décrit ce déplacement. Au milieu, c'est l'équation de Schrödinger qui décrit quelque chose qui s'appelle une fonction d'onde. Okay? Et déjà, ici, j'ai souligné ce I rouge qui est l'unité imaginaire. Okay? Et déjà, cette unité imaginaire nous dit que cette quantité que cette équation décrit est pas tout à fait normale. Okay? Donc, en résumant, la première équation décrit quelque chose qui est observable, la troisième aussi, la deuxième, on verra. Okay? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui a été déjà montré par Ashwini. Donc, vous êtes tous, vous avez déjà maîtrisé tout ça, mais je vais le montrer quand même. Si j'ai un canon à paintball, okay, on peut imaginer une mitrailleuse de paintball, okay, et j'ai un mur avec 2 fentes. Okay. Derrière ce mur, j'ai un écran et je commence à jeter le paintball envers le mur. C'est quoi le motif que je veux observer sur l'écran? En effet, c'est très facile à voir que les particules classiques vont passer à travers les fentes. Elles vont produire un motif comme cela. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, à place d'un canon à paintball, j'ai un canon à électrons? À quoi ça ressemble le motif sur l'écran? Voici l'expérience
c'est une vidéo tirée de ces papiers qui montre ce qui se passe. En effet, chaque fois qu'une particule est mesurée sur l'écran, mesurer ça veut dire détecter, ça laisse une trace qui est juste un point. Mais si j'accumule beaucoup de points, j'observe un motif sur l'écran qui n'est pas le motif anticipé par la physique classique. Et en effet, c'est un motif d'interférence. C'est quoi un motif d'interférence? En fait, on sait déjà c'est quoi un motif d'interférence parce que cela a été étudié il y a 2 siècles. Et c'est en fait le motif que... c'est un motif qui est produit par des ondes. Si j'ai une vague qui approche un mur avec 2 fentes, c'est ça ce que je veux observer de l'autre côté du mur, c'est-à-dire sur l'écran. Donc, ce qu'on observe ici, ce sont des mesures individuelles des particules qui accumulent une par une sur cet écran, mais le motif qui se produit après une accumulation des données, c'est un motif qui est décrit par l'équation d'onde, une équation qui décrit quelque chose comme des ondes. Donc, c'est ça le premier mystère. Ici, on a des particules, des entités qui agissent comme des particules, mais en même temps comme des ondes. Donc, cette fonction d'onde, ce psi ici au milieu, dans l'équation de Schrödinger, décrit le motif, mais chaque mesure individuelle, c'est un événement aléatoire. Pourquoi? On va faire une autre expérience qui est plus simple. On va imaginer un univers unidimensionnel, et on va mettre 2 détecteurs dans les positions A et position B, et on va avoir une source de quanta au milieu. Selon l'équation de Schrödinger, si j'injecte un quantum au milieu, je vais avoir une probabilité de détecter ce quantum qui d'abord va être avec certitude avec une certitude une particule au milieu. Ensuite, je vais calculer avec l'équation de Schrödinger ce qui se passe avec cette probabilité de détection. Et ce qui va arriver, c'est comme dans l'exemple du canon à électrons, je vais avoir une sorte de vague qui va se propager vers la droite, vers la gauche. Et éventuellement, cette vague va arriver au même temps aux 2 détecteurs, à gauche et à droite. Qu'est-ce qui va arriver en ce moment? En fait, ce qui va arriver, c'est la même chose qu'on a vu avec l'écran dans l'expérience. Soit je vais observer les particules ici à ce détecteur, à gauche. Si je répète la même expérience avec exactement les mêmes conditions, je vais observer prochaine diapo. OK, voilà. Je vais observer la particule de l'autre côté. OK. Et ça arrive toujours. Je vais observer la particule soit à droite, soit à gauche, avec une probabilité de 50% chaque fois. Et si j'observe la particule à gauche, ça veut dire que je ne l'observe pas à droite. Donc, il y a une corrélation parfaite entre les 2 détecteurs, mais le résultat de la mesure est aléatoire. Donc, cela nous force à accepter une réalité où l'état du système au complet, juste avant la mesure,
c'est particules à position A et pas de particules à position B, et en même temps, particules à position B et pas de particules à position A. Donc, qu'est-ce qu'on a jusqu'ici? On a des expériences identiques qui mènent à un résultat différent à chaque fois. Okay? On a une fonction d'onde qui est en fil de corrélation à longue portée, parce que je peux mettre ce détecteur à n'importe quelle distance, et l'expérience reste la même. Et j'ai une mesure qui prend cette fonction d'onde et produit un résultat classique. Okay? Tout ça, c'est assez difficile à croire, mais c'est ça ce qui se passe tout le temps, okay, autour de nous. OK. Donc, cet état, j'ai cet état ici avant la mesure, particule A et particule AB. On appelle ça une généralisation de cet état, on appelle un état de Bell. Okay? Et juste après la mesure, j'ai une situation où j'ai la particule à A ou la particule à B. Donc, ça veut dire qu'après la mesure, si je mesure la particule à position A, j'ai obtenu un bit d'information sur ce qui se passe à position B. Okay? Donc, en mesurant la partie A d'un état de Bell, j'obtiens un bit d'information sur la partie B du même état. Un état de Bell contient un bit d'intrication quantique. C'est ça ce qui veut dire, si je mesure une partie, j'obtiens un bit d'information sur une autre partie. Et la mesure enlève un bit d'intrication quantique. OK? OK? Maintenant, cela peut nous donner des idées sur comment utiliser ce protocole. Maintenant, on peut partager pas juste un paire de Bell entre points A et B, mais N, plusieurs. Okay? Et ici, à droite, je vais mesurer le bit d'intrication que je perds en faisant chaque mesure. Okay? Si je fais une mesure, peu importe le résultat sur la partie A, okay? Je fais la mesure, je vais perdre un bit d'intrication parce que j'ai communiqué quelque chose du point A à B. Et c'est ça ce que je montre là. Ensuite, je peux mesurer une autre paire de Bell. Et en fait, je peux mesurer le tout. Et chaque fois que je mesure, je perds une bit d'intrication ou j'obtiens un bit d'information. Donc, dans cette expérience, je trouve toujours que chaque mesure me donne le même montant d'informations. Okay? Donc, ensuite, je vais vous montrer nos travaux récents où on trouve qu'en effet, pas toutes les mesures sont les mêmes. Okay? Pas toutes les mesures sont pareilles. En effet, il y a des mesures qui sont plus importantes que d'autres. Okay? Et on a fait une théorie qu'on a publiée qui démontre exactement ces faits au niveau théorique. Mais plus que ça, on a maintenant des dispositifs que tout le monde peut utiliser, comme cela par exemple, qui est basé à Bromont, ici à Estrie, qui s'appelle les ordinateurs quantiques, qui nous permet de faire des expériences pour vérifier nos théories. Et c'est exactement ça qu'on a fait en utilisant ces ordinateurs quantiques. Et ce diagramme, je l'ai tiré de notre publication, mais ce n'est pas important exactement ce qui est dans le graphique. Ce qui est important, c'est que ça vérifie en fait notre théorie, que pas toutes les mesures sont les mêmes. Okay? Donc, ici, ce que je vous ai montré, c'est qu'il existe des éléments de la théorie quantique qui sont contre-intuitifs.
quand même, ils sont à la base d'une théorie qui est déjà utilisée pour faire des expériences et qui va être bientôt utilisée pour faire des calculs appliqués. Ça veut dire que ça va être des technologies qui vont affecter notre vie. Mais il y a toujours ce mystère qui n'est pas encore résolu. Et ça peut vous inquiéter, mais juste pour terminer avec une note positive, ce que je voudrais aussi vous proposer une autre possibilité, que ce qui est le mystère n'est qu'une conséquence de notre point de vue. Okay? Peut-être dans l'avenir, on va s'habituer, les êtres humains vont s'habituer suffisamment à tout ça et il ne va y avoir pas de mystère. Merci pour cette belle présentation. Donc, on va passer encore à la période de questions. N'hésitez pas à prendre le micro encore une fois. On adore votre belle voix dans le micro. Ah, juste à l'avant, c'est parfait. Bonjour. Je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il y a une façon de profiter du fait qu'avant qu'on mesure où se trouve un électron, il peut être aux deux endroits en même temps? En fait, c'est exactement ce qu'on fait quand on construit ce qu'on appelle des algorithmes quantiques. On utilise tous les effets de la mécanique quantique, ça veut dire l'interférence, la délocalisation, le problème de la mesure, afin de construire des protocoles de calcul qui accélèrent la résolution des problèmes. Donc, en effet, c'est ça notre but avec les technologies quantiques, de faire les choses qui ne sont pas possibles dans le monde classique. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais vite fait revenir sur le début de votre présentation. Vous avez montré sur l'écran les différents modèles qui pouvaient exister. L'expérience montre un faisceau lumineux d'une certaine longueur d'onde. Est-ce que la longueur d'onde a un impact sur le motif qui est représenté à l'écran? Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai démontré... J'ai montré juste des électrons, mais si on change, on peut changer les particules, ça veut dire on peut changer aussi la longueur d'onde et le motif va changer. Mais en effet, avec les particules quantiques, il va toujours y avoir un motif d'interférence. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que j'ai le temps vite fait pour une autre question? Ça va être la dernière. Alors, ça va être... Pour gagner du temps, ça va être exactement la même question, sauf maintenant est le point de vue entre le motif et la fente, la largeur de la fente. Est-ce que la largeur de la fente a un impact sur aussi le motif qu'on voit à l'écran? On peut retirer la question oui. si... normalement, c'est nous qui devons être mal à l'aise, mais si la question est mal à l'aise... Non, mais c'est... Non, oui, ça en effet aussi, ça change pas le motif de façon qualitative. Il va avoir toujours un motif. Mais ça change la fréquence des ondes, c'est ça? Oui, ça change un peu l'image que tu vas observer. Super, merci beaucoup. Ouais. Merci, on lui donne une bonne main d'applaudissement. Yes! Donc, on va terminer la soirée avec... Mathieu Juin. Là, j'ai dit le bon nom. Là, est-ce que je vais dire le bon nom de présentation? Oui. Ça ressemble à quoi une balançoire quantique? Donc, je laisse passer. Super, merci beaucoup. Ça va être dur de faire mieux que Stéphanos, là, mais on va faire ce qu'on peut. Donc moi, le choix de ma présentation... Ok, ça commence vraiment bien. Donc le pointeur ne marche plus là, c'est pas grave. Donc ça ressemble à quoi une balançoire quantique? Donc vous allez voir, moi je suis professeur à l'Institut quantique, là, dans mon labo c'est M1. Bon, ça sort pas bien là, mais c'est pas grave. Donc la première chose qu'on peut faire en tant que bon...
J'ai pas cliqué, c'est quelqu'un qui clique pour moi, merci. En tant que bon scientifique, là, c'est demander à Google, là, Google, c'est quoi une balançoire quantique? Puis ben, Google, il ne donne rien du tout, là. Donc, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est quoi le... S'il te plaît, merci. C'est quoi le quantique en image? Puis ben, le quantique en image, là, c'est bleu et violet. Typiquement, là, c'est... vous pouvez regarder n'importe quel résultat, c'est systématiquement bleu et violet. Donc, ben, une balançoire quantique, là, ben, c'est une balançoire... Ah, my. Et du coup, mon flow, il est complètement cassé, là. Ben, c'est juste une balançoire bleu et violet. Voilà. Donc ça, c'est une balançoire quantique, là. Bon, ben, j'avais une blague, là, mais mon flow est vachement cassé, donc ça marche pas, là. Mais merci pour votre attention. Donc, je vais vous donner un petit peu un historique, là. Pourquoi est-ce qu'on parle de balançoire quantique? Ça a l'air d'une blague comme ça, là. Si vous cherchez sur Google, vous n'allez rien trouver. C'est un peu ma terminologie, là. Mais ça a quand même c'est quand même important, là. Et je vais revenir sur la détection d'événements cosmiques. Et on va parler de balançoire pour la détection d'événements cosmiques. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a une valse de trous noirs? Donc maintenant, si on regarde ce qui se passe, si on a deux trous noirs proches l'un de l'autre, ben, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont danser ensemble, puis petit à petit, ils vont se rapprocher. Pourquoi ça nous intéresse? Et pourquoi ça vous intéresserait? Ben, les trous noirs, ils sont noirs, on ne peut pas les voir. Donc les seules choses qu'on puisse voir, c'est ce genre d'événement, ce genre de fusion de trous noirs, parce que ça va générer ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Et c'est ça qui va nous intéresser, et c'est avec ça que je vais illustrer la notion de balançoire quantique. Alors, un trou noir, si je devais vous donner une image de la fusion de deux trous noirs, là, c'est si vous mettez une pièce sur les vortex de pièces que vous trouvez dans les centres commerciaux, là, ce que vous entendez, c'est cette pièce qui tourne là, puis qui commence à faire du bruit, qui s'accélère, puis qui tombe au centre. Le trou noir, c'est pareil. Si vous avez deux trous noirs qui arrivent l'un proche l'un de l'autre, vous allez avoir ces deux trous noirs qui commencent à tourner, et vous avez ces ondes, tout comme les ondes que vous entendez dans le vortex pour la pièce, là, c'est des ondes acoustiques. Ben, pour un trou noir, dans l'espace, il n'y a pas de son. Là. Si vous criez, personne ne vous entend. Là. Je peux vous rassurer. Il n'y a aucune onde sonore qui peuvent se propager. Donc, ce qui se propage, en fait, c'est des ondes gravitationnelles. C'est des déformations littérales de l'espace. Là. Donc, si maintenant, on prend une petite image de notre planète, ben, ce qu'on va avoir, c'est que la planète, selon la position que vous trouvez sur cette onde-là, ben, soit la planète, elle est compressée dans une direction ou étendue dans cette direction-là. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement mettre quelque chose qui a une forme de L, puis on mesure la longueur d'un bras par rapport à l'autre, puis dans un cas, il y a un bras qui est réduit, puis dans l'autre cas, le bras est étendu, et on va venir mesurer ça. Donc, la détection d'ondes gravitationnelles, c'est exactement ça qu'on va faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on construit un système extrêmement grand, ça fait 4 km dans chaque direction, donc c'est vraiment un interféromètre gigantesque, et au bout, on met, bien entendu, des balançoires. Donc, on va voir maintenant pourquoi est-ce qu'on met des balançoires. On veut mesurer ces deux distances très très précisément. Avant de parler des balançoires, c'est vraiment perturbant les slides qui passent là. Merci pour l'effort quand même, c'est vraiment perturbant. Donc la mesure, c'est ça. Donc si vous êtes scientifique, là, que vous voyez ça pour la première fois, vous faites waouh, mais juste waouh, c'est vraiment magnifique. Si vous n'êtes pas scientifique, ben, c'est pas super intéressant. C'est exactement les pièces dans votre vortex là que vous entendez descendre là, qui s'accélèrent, donc ça fait chut. Mais là, c'est exactement ça qu'on voit. On voit deux trous noirs qui se rapprochent. Au fur et à mesure où ils se rapprochent, ça s'accélère. L'onde est de plus en plus importante, donc le signal qu'on voit est de plus en plus important, et la fréquence est de plus en plus courte jusqu'à ce qu'ils fusionnent, puis là, on n'entend plus rien. Si vous faites attention à la mesure, là, c'est là où ça devient vraiment inquiétant. Donc là, c'est quand la Terre est raplatie, là, puis quand la Terre est allongée. Et maintenant, on peut se poser la question de à quoi ça correspond. C'est quoi ces dimensions-là? Comment est-ce qu'on a mesuré ça? Donc je vais prendre ma nouvelle unité de mesure, là. Je ne parle pas en pied, en pouce, je parle en cheveux. Donc ça, c'est un cheveu, 100 microns. Si on prend le cheveu, merci. Si on prend le cheveu, on peut mettre 500 000 atomes de carbone. Merci. 500 000 atomes de carbone dans un cheveu. Et maintenant, si on prend un élément de l'atome de carbone, un proton, merci, je vais arrêter de dire merci, et qu'on le divise en 100, c'est exactement ça. Donc ça, ici, là, c'est 1/100 d'un proton qui constitue l'atome de carbone duquel il y a 500 000 dans un cheveu. Et c'est ça que les gens ont réussi à détecter. Donc je sais pas, je vais vous donner une seconde pour réfléchir à ça, là. C'est un déplacement, là, sur quelque chose qui fait 4 km de long, et on a détecté quelque chose qui s'est déplacé, mais d'une fraction d'un proton. C'est une mesure qui est absolument phénoménale. Comment est-ce qu'on fait ça? Encore une fois, l'interféromètre LIGO. Sauf que le problème, c'est que si vous prenez juste cet interféromètre LIGO, s'il y a quelqu'un qui marche, un camion qui passe dans la forêt à 10 ou 15 km, vous le voyez. Ça va tellement vibrer là, que le déplacement d'une fraction de proton, vous êtes incapable de le voir. Donc la solution, c'est notre balançoire. On va mettre une balançoire à chaque bout. Cette balançoire, si quelque chose vibre, votre balançoire, elle ne va pas suivre immédiatement. Donc votre balançoire, elle reste beaucoup plus immobile que ce qui se passe dans votre environnement. Et là, vous pouvez espérer mesurer ce genre de déplacement. Donc maintenant, on va vraiment regarder un petit peu pourquoi je parle de balançoire quantique. Et donc ça, c'est la balançoire quantique des gens de LIGO. C'est deux miroirs énormes de 40 kg
on ne voit pas les fils, mais il y a des tout petits fils en fait, qui maintiennent ces miroirs-là. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que cette balançoire ne bouge pas, pour être capable de détecter ces tout petits déplacements. Donc ma question, là, ici, c'est comment est-ce qu'on contrôle l'état, mais pas n'importe quel état, l'état quantique d'une balançoire. Donc l'idée, c'est si vous ne faites rien, votre balançoire, elle oscille. Il n'y a pas de surprise, là, vous avez tous vu une balançoire dans un parc. Donc vous avez juste votre balançoire qui se balance. Si quelqu'un se met à pousser au bon moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez réussir à réduire ce balancement. Donc si vous poussez au bon moment, votre balançoire, elle bouge de moins en moins. Une des questions qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe si on pousse ça jusqu'à l'extrême et avoir un déplacement qui est dans le régime quantique et non plus dans le régime classique. Donc c'est quoi vraiment le mouvement d'une balançoire quantique? Donc le premier constat qu'on peut faire, et la première fois que j'ai vu ça, quand je faisais mes études, j'ai trouvé ça assez fascinant, c'est si on regarde la position de la balançoire, mais dans le contexte de la physique, de la mécanique quantique, le premier état qu'on voit, ça va être cet état fondamental qui est l'état de plus basse énergie. On ne peut pas aller plus bas que ça. Donc même quand on va le plus bas possible, notre balançoire, elle bouge toujours. Si on parle de la mécanique quantique, il n'y a aucun moyen, même si on fait tous les efforts du monde, il n'y a aucun moyen de faire en sorte que la balançoire ne bouge plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fluctuation du vide. C'est quelque chose de très important. Il y a énormément de phénomènes, même de choses qui nous entourent, qui sont liées aux fluctuations du vide. Une autre chose qui me fascine personnellement, là, et c'est pour ça qu'on fait ces travaux, une des raisons pour lesquelles on fait les travaux dans mon groupe, c'est si maintenant on regarde le deuxième mode, donc là on a juste une seule excitation, donc c'est vraiment le minimum d'énergie qu'on puisse mettre. Là j'avais une animation super intelligente où je vais en avant, en arrière, en avant, en arrière. Je ne vais même pas essayer. L'idée c'est que notre balançoire ici, si j'essaie de la mesurer, elle n'est jamais ici. Donc la balançoire, soit elle se trouve ici, soit elle se trouve là. C'est comme si elle se téléportait d'un endroit à l'autre, mais elle n'est jamais au milieu. Donc ça, c'est vraiment l'état quantique d'une balançoire, d'où la terminologie de balançoire quantique. Et donc ce qu'on fait dans mon laboratoire, c'est on essaye de mesurer ces choses-là pour diverses raisons. Là, on verra un peu plus tard. Pardon, j'avais oublié ça aussi. C'est quand même cool. La balançoire quantique en bleu. Donc, bien entendu, dans le laboratoire, on ne peut pas avoir un miroir de 40 kg et puis des bras d'interférence de 4 km. Là, on n'a pas accès à ça ici à Sherbrooke. Donc ma balançoire quantique, c'est ça, là. Puis il y a pas mal de gens, merci. Il y a pas mal de gens du groupe ici qui travaillent avec ces systèmes-là. C'est une toute petite balançoire quantique. Si je reprends mes unités d'avant, ça c'est une balançoire qui fait un pied. Moi, c'est une balançoire qui fait un cheveu. Donc c'est une petite balançoire, mais une balançoire que vous pouvez quand même voir à l'œil nu. Si vous avez des bons yeux, vous pouvez voir cette balançoire-là. Donc on ne parle pas de système quantique là où c'est juste un électron qu'on ne peut pas voir à moins d'avoir des super systèmes. Donc ma balançoire se trouve ici. Yes. Et le bilan de tout ça, là, c'est les animations avec les balançoires, là, c'était atroce. Là. Ça m'a pris un temps absolument immonde. Là. Voilà, ça, c'était la plus grande découverte pour moi. Donc, les premières mesures qu'on a faites dans le groupe, c'est ça. Si vous prenez votre balançoire, que vous la prenez à très haute température, la balançoire dans le parc, là, il y a un petit peu de vent ou il y a quelque chose qui se passe, elle bouge toujours un petit peu. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre petite balançoire dans un frigo, donc on descend à très, très, très basse température. Camille et Ashvini ont parlé de très basse température. On utilise les mêmes systèmes. Donc, ce à quoi on s'attend, c'est plus on est chaud, plus ça bouge. Puis, au fur et à mesure où on refroidit, notre balançoire, on s'attend à ce qu'elle bouge moins. Et nous, on veut travailler ici. On veut travailler quand la balançoire est quasiment quantique, puis on est capable de voir ces mouvements un peu étranges. Donc, ça, c'était notre espoir. Et puis, ça, c'était nos mesures. Donc, pour l'instant, ça ne se passe pas super bien, là. C'est chaud, ça bouge beaucoup. C'est froid, ça bouge plus. Donc, là, on était un peu confus. Ça ne marche pas, notre balançoire n'est pas correct là. Donc on cherche l'inspiration. Ça c'est mon frère, il n'a jamais de t-shirt, c'est normal. Donc on cherche l'inspiration et bien entendu, merci. C'est quoi qui est mieux qu'une balançoire? Évidemment c'est deux balançoires. Okay, allez, deux balançoires, c'est quand même vachement plus le fun que tout seul. Donc c'est exactement ce qu'on a fait dans le laboratoire. Donc maintenant, au lieu d'avoir une balançoire, merci. On a maintenant deux balançoires. Et la raison pour laquelle on a deux balançoires, c'est que nous, on ne veut pas avoir une balançoire pour isoler notre mouvement. On veut étudier le mouvement de notre balançoire. Donc, on utilise une autre balançoire pour isoler notre balançoire pour pouvoir l'étudier. Okay, c'est un peu convolu, là. Mais donc, là, ici, c'est notre balançoire qui se pend, là, qui tangue. Et à l'intérieur, dans cette boîte, on a notre petite balançoire de la taille d'un cheveu qu'on veut venir étudier. Et une fois qu'on fait ça, on a exactement ce à quoi on s'attend. Et puis au fur et à mesure, on descend la température, notre balançoire devient de plus en plus froide. Et avec quelques petits tours de magie, donc là je vais passer les détails techniques, là, on arrive à avoir 14 excitations. On n'a pas encore réussi à faire mieux que ça pour l'instant dans le laboratoire, mais on a 14 excitations. Donc notre espoir, c'est de pouvoir pousser ça encore plus loin pour arriver à une balançoire qui bouge quasiment pas et donc être capable de mesurer en fait cette balançoire quantique.
Et là maintenant, votre question là, c'est pourquoi? Sincèrement, là, c'est cool les balançoires là, mais il faut peut-être arrêter là. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça là? Donc il y a plusieurs raisons. La première chose, c'est que notre balançoire, comme on l'a vu là, si on n'a pas deux balançoires, on est super sensible aux vibrations externes. Donc ça peut faire un senseur vraiment très intéressant. On est vraiment très très sensible à tout ce qui se passe. Donc dans le groupe, on a un projet où on veut mettre 7 balançoires dans un satellite, puis regarder ce qui se passe autour de la Terre. Donc pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Ça nous permet d'avoir une cartographie du géoïde terrestre, de comprendre vraiment exactement la forme de la Terre, l'accélération. Ça peut permettre d'améliorer les prédictions météorologiques. Donc il y a tout un tas d'applications avec cette approche-là. Donc ça, c'est un de nos projets. Et un autre de nos projets, c'est Stéphanos a déjà montré le System One. Donc ça, c'était installé à Bromont il n'y a pas longtemps. C'est un vrai ordinateur quantique qui ne sert pas à grand-chose pour l'instant, mais c'est un vrai ordinateur quantique. Donc mon point, c'est qu'on n'a pas résolu de problème super important pour la société avec ces systèmes-là encore. Le problème de ces systèmes, c'est que ça fonctionne avec du micro-ondes. Donc ça, c'est mon micro-ondes. Nous, ce qu'on peut faire, en fait, ce qu'on est capable de faire dans le groupe, c'est qu'on est capable de faire en sorte que le micro-ondes, il parle bien à notre balançoire. Donc on est capable de prendre nos signaux micro-ondes, les transformer en signaux d'oscillation de notre balançoire quantique, et ensuite on prend notre balançoire quantique et on transforme ça en laser. Okay. Et donc là, comme maintenant on a toute notre information qui était avant dans notre ordinateur quantique, dans notre laser, on peut transférer ça à plus grande distance et on peut connecter plusieurs ordinateurs quantiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est une balançoire quantique, c'est pas anodin non plus. C'est si un jour on veut mettre au point un Internet quantique. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, mais la prochaine révolution, ce sera probablement lié à l'Internet quantique. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir des dispositifs quantiques ensemble? Ça prend probablement une balançoire quelque part pour passer du micro-ondes à l'optique. Avec ça, je vous laisse avec quelques images des gens du groupe. Il y a certaines personnes qui sont par ici. Si vous avez des questions, vous pouvez leur poser les questions. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, vous êtes habitués à la formule. On passe aux questions. Wouhou! Merci. Pas de questions? OK. Salut. Super présentation. Je pense que j'ai compris le lien entre la balançoire et l'Internet. Le lien en mode balançoire et Internet. Je peux avoir le slide d'avant? Ouais, donc le lien avec la balançoire, c'est que cette balançoire-là, tout comme l'expérience que vous avez dans la vie de tous les jours, le vent, ça peut pousser la balançoire. Vous pouvez pousser la balançoire. Il y a plein de choses qui peuvent faire bouger la balançoire. Okay, ma balançoire quantique, c'est exactement pareil là. Notre balançoire quantique, il n'y a pas que moi qui travaille avec. Notre balançoire quantique, nous, ce qu'on sait très très bien faire dans le groupe, c'est ça là, faire en sorte que les signaux micro-ondes typiques de ces ordinateurs-là puissent contrôler notre balançoire quantique. Okay. Et l'intérêt, c'est que maintenant, on sait aussi très bien comment faire en sorte que la lumière puisse contrôler aussi notre balançoire quantique. Donc le point clé que je veux faire ici, c'est que notre balançoire quantique, elle peut être contrôlée par beaucoup de choses très très différentes et elle peut servir de médiateur pour parler entre le micro-ondes et l'optique, ce qui autrement est très 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 difficile à faire. Ouais, on parle sur Terre, on est limité avec les forces. Si on veut étudier l'espace, est-ce qu'on pourrait utiliser des interféromètres de Michelson, qui est un peu le gros laser, avec des points de Lagrange dans l'espace? Ben, ça, OK. Donc, les interféromètres avec les points de Lagrange, il y a une mission spatiale qui s'appelle LISA, qui parle de mettre 3 satellites avec des distances, je ne me rappelle plus des distances, c'est colossal là, à l'échelle de la Terre, sur des points de Lagrange pour faire la détection d'ondes gravitationnelles. Nous, nos approches, on n'a pas les mêmes ambitions, là, c'est des projets de plusieurs milliards et de dizaines d'années de développement. Là, Pathfinder a été lancé il y a plusieurs années, donc on n'a pas du tout ces ambitions-là. La question qu'on pose avec ces systèmes-là, c'est est-ce qu'avec des systèmes très très compacts, en utilisant la mécanique quantique, est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir des sensibilités qui sont comparables, probablement pas aussi bonnes que ces systèmes gigantesques là, mais pour avoir un système compact, donc un lancement de satellites de type CubeSat, c'est quelque chose qu'on peut envisager dans les 5-10 prochaines années, avec des résolutions qui peuvent nous apporter des informations pertinentes. Donc c'est un petit peu le mi-chemin entre les technologies classiques d'aujourd'hui dans les satellites de petite dimension et les très très grands projets ESA, NASA, avec des échelles de temps de 20 ans et puis des financements qui sont gigantesques. Donc on essaie de se placer entre ces deux choses-là. Merci. Dans un plutôt intuition, je peux faire à des régimes de température de l'ordre du millikelvin. Si je me déplace dans l'espace, ben là, je suis susceptible à du rayonnement cosmique, par exemple, des trucs comme ça. Comment est-ce que je fais pour me passer dans une balançoire qui est à l'état fondamental quand je suis à des températures
température qui me permettrait possiblement... Ouais. Parfait, on aurait pu discuter avant, puis j'aurais pu te donner cette question à me poser. C'était exactement une super question là. Merci de l'avoir posée. Donc j'ai parlé de LIGO là. Les miroirs, ils sont à température pièce dans le vide là, avec refroidissement par boucle de rétroaction. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Ils arrivent à 10 phonons. Okay, ils passent de température pièce, qui est plusieurs milliards de phonons, à 10 phonons. Donc il y a moyen de mettre des boucles de rétroaction pour refroidir le système plus bas que sa température. Quand j'ai montré la courbe après ma blague de la balançoire, on est arrivé à la température du frigo, puis on a réduit d'un facteur 100 par rapport à la température du frigo. C'est-à-dire que notre système, il n'était plus à 10 millikelvin, il était à 100 microkelvin. Okay. Donc on est capable de faire des boucles de rétroaction. Pour nous, le défi, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des systèmes qui aujourd'hui fonctionnent à 10-20 millikelvin, qui puissent fonctionner à 5-10 Kelvin, parce que dans le spatial, faire un système qui tourne à 10 millikelvin dans un satellite, ça par contre, on ne sait pas faire. Donc on essaie de monter les températures. Donc, travailler avec des gens comme Ashvini, Camille, qui travaillent avec des suprats de haute température pour être capable de faire la même chose, mais à peu de température. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait. On vous remercie beaucoup. Donc, avant de nous quitter, on a un quiz, mais avant ça, il faut que je vous dise beaucoup d'affaires. Donc, je commence par vous remercier, cher public, 160 personnes, ça paraît pas, mais c'est beaucoup dans le Boc et Bière, qui est un très chaleureux endroit. Après ça, on remercie les présentateurs qui ont fait des belles présentations, qui se sont préparés super longtemps pour le faire. C'était vraiment apprécié. Ensuite, on remercie les bénévoles du Bistro Brain, bien évidemment. Donc, on a Marika et Anaëve à l'entrée. Ensuite, moi à la présentation, mais mon nom il est écrit là, je ne sais pas pourquoi. On a Loïc, on a Patricia et puis on a Alexis, le directeur de Bistro Brain. Sinon, on remercie notre fier partenaire, le Boc et Bière, mais plus précisément au service, on a Cameron, Sarah et Elliot. Et puis sinon, à la cuisine, on a David. Au son, on a Charles ou Charlie. Je pense que j'ai fait une faute de frappe. Charlie? OK, désolé, c'était pas une faute de frappe, finalement. Ensuite, on remercie encore nos commanditaires, donc la GEJ, la SAREUS, le RENMU, la FIRST, le Vice-Rectorat à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, le Fonds de recherche du Québec. Et puis, on remercie à nos collaborateurs, l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Et puis, un dernier applaudissement pour le Boc et Bière, quand même, là. Donc, on passe au moment tant attendu de la soirée, le quiz. À l'écran s'affiche un code QR. Et puis, vous pouvez gagner les prix qui sont affichés là, que j'ai oublié de prendre en note. On vous laisse 10 minutes pour répondre.